Ensuite, j'ai besoin d'une capacité ou d'un condensateur, voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, les composants arrivent avec des valeurs numériques par défaut, qu'on pourra régler ensuite. Ensuite, il me faut une masse, GND pour ground en anglais, la masse analogique que je dépose, avec son symbole que vous voyez à présent à l'écran. Il me faut une tension continue, 2 à vrai dire, puisqu'elles permettront d'alimenter symétriquement mon amplificateur opérationnel. Pour l'instant, elles sont à 0 volts, je les réglerai du point de vue de leur valeur tout à l'heure. Et puis maintenant, le fameux amplificateur opérationnel, LM324, c'est une des références qui existent dans la bibliothèque de composants. Une petite astuce bien utile, CTRL-R pour faire des rotations du composant et CTRL-Flip, donc CTRL-R pour les rotations et CTRL-F pour faire un flip, c'est-à-dire ça permet de, en l'occurrence ici, mettre la borne inverseuse en haut et d'orienter correctement l'ampli-op. Ensuite, je place les tensions d'alimentation sur les entrées V+, et V- de l'amplificateur opérationnel. Et avec cet onglet, je vais tirer les câbles de façon à faire mes liaisons. Et là, il faut faire attention. Une des erreurs classiques, c'est de positionner le câble au mauvais endroit ou de faire des liaisons illicites avec d'autres câbles. Donc il faudra toujours faire attention que vos câbles ont été positionnés sur les bons composants et qu'il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Ensuite, on va régler ici les tensions. Donc 15 volts sur l'entrée plus et moins 15 sur l'entrée moins. J'alimente l'amplificateur en tension symétrique comme il se doit. Plus 15, moins 15. Ensuite, on va déplacer cette capacité. Donc je clique sur le composant pour le déplacer. Et puisque nous réalisons ici en fait un multivibrateur astable, je mets la capacité sur l'entrée inverseuse. Et cette entrée inverseuse étant rebouclée sur la sortie, les deux composants, R1 et C1, réalisant le réseau de charge et de décharge qui me permet d'obtenir la fréquence de multivibrateur. Donc ici, je reboucle la sortie sur R1. Voilà qui est fait. R1 est connecté à C1. L'autre bande de C1 à la masse pour obtenir charge puis décharge. Et je tire un câble pour positionner la borne, l'autre borne de C1 sur l'entrée inverseuse. Voilà le réseau de charge-décharge qui est correctement placé. J'ai encore besoin de réaliser les deux seuils de commutation à Vsat sur 2 et moins Vsat sur 2 avec un pont diviseur, donc ce qui sera constitué de mes deux résistances R2 et R3. Je positionne la sortie de l'ampli-op sur R2, la sortie de R2 sur R3 et retour à la masse. Si bien que maintenant R2 et R3 sont un pont diviseur sur la sortie de l'amplificateur opérationnel. Je déplace un petit peu ma résistance pour que le schéma soit intelligible, facile à lire. Il me reste à connecter la tension divisée par 2 par rapport à la sortie sur l'entrée plus pour réaliser les deux seuils de commutation plus Vsat sur 2 et moins Vsat sur 2. A priori, le schéma est terminé. Il faudra bien sûr le sauvegarder avant de lancer les simulations.
Le cas échéant, encore, modifier les valeurs numériques. Par défaut, la capacité était à 1 nanofarad. Je vais la placer ici à 1 micro. C'est le U qui vaut pour micro dans la syntaxe de PSpice. Et le schéma réalisé, il va nous rester à le simuler. Le schéma est par conséquent maintenant saisi. Il faut le sauvegarder. On va l'appeler multivibrateur. Alors en fait, il existe déjà, donc on va le remplacer pour être certain que c'est bien cette version qui a été sauvegardée. Ensuite, il faut préparer la simulation. On peut placer des sondes. Il existe sondes de courant et de tension. Ici, on place à l'instant une sonde de tension sur la sortie de l'amplificateur opérationnel et aussi une sonde aux bornes de la capacité. Ensuite, il faut ensuite définir les paramètres de simulation. De nombreuses simulations sont possibles. Vous avez ici le menu assez riche. On va utiliser la dernière case de ce menu, c'est-à-dire c'est les analyses transitoires ou temporelles. Ça veut dire qu'ici on va tracer des grandeurs électriques en fonction du temps. Il faut définir le print step, c'est en gros l'incrément de l'affichage, qui est par défaut mis à 1 nanoseconde, c'est un paramètre qui est acceptable, on va le laisser. Et ensuite, il faut aussi régler le final time, c'est-à-dire c'est la durée de la simulation, elle était à 10 millisecondes, ça convient, donc on va le laisser également. Ensuite, cette icône, où le menu Analysis Simulate permet concrètement de lancer la simulation avec les paramètres qu'on vient d'entrer. Alors elle est partie. Le moteur de simulation génère un rapport de simulation. Ici, tout s'est bien passé. On peut le vérifier. Et ensuite, en cliquant sur cette icône, on affiche les résultats de simulation. On voit deux courbes de tension qui correspondent aux deux sondes qu'on a placées. En vert, la sortie de l'amplificateur opérationnel. On constate que la sortie évolue entre plus VSAT et moins VSAT puisque l'ampli fonctionne en mode saturé. Et en rouge, c'est la courbe de décharge du condensateur qui correspond au fonctionnement multivibrateur astable. Donc les résultats sont bien conformes au circuit que nous avons saisi. Et à présent, il faut aussi faire des mesures quantitatives sur ces courbes de simulation qui sont relativement fidèles à la réalité puisque PSpice modélise par exemple les imperfections de l'amplificateur opérationnel. Donc on va maintenant regarder un petit peu comment on fait les mesures quantitatives. Donc il faut mettre un curseur à l'écran, il faut afficher un curseur, c'est avec cette icône-là qu'on est capable de le faire. Et si par exemple on clique sur la courbe en vert, c'est-à-dire la sortie de l'amplificateur opérationnel, eh bien on peut par exemple regarder tout simplement les niveaux de tension de sortie. Alors ici, le curseur il est bien positionné sur la courbe en vert, et quand je le fais évoluer, vous voyez la sortie, c'est dans la petite fenêtre Probe Cursor A1 qui est à 14,09 volts. C'est donc la tension VSAT plus VSAT de l'amplificateur opérationnel. Alors ensuite, il faut regarder un détail intéressant, c'est qu'en réalité, quand bien même on n'a placé que 2 sondes de tension, en réalité, le moteur de simulation, lui, a calculé l'intégralité des grandeurs électriques en prise dans ce schéma. En l'occurrence, tous les courants dans tous les composants ainsi que toutes les tensions. Donc on peut maintenant rajouter d'autres traces, d'autres grandeurs électriques, et en l'occurrence ici, je demande, via le menu, d'afficher tous les courants analogiques qui ont été calculés. Alors on voit par exemple IC1, le courant qui traverse le condensateur, IR1, IR2, IR3, les courants dans les résistances, et là en l'occurrence, je demande d'afficher la trace qui correspond au courant dans la résistance R1. Et on voit notamment des discontinuités ou des sauts de courant. Ensuite, je demande également d'afficher le courant dans la résistance R2, voilà qui est fait. Et tout comme on a tout à l'heure placé le curseur pour faire des mesures quantitatives sur les tensions, on pourrait, de façon analogue, faire de telles mesures sur n'importe quelle grandeur électrique, qu'elle soit donc courant ou tension.
Le simulateur permet également de faire une analyse fréquentielle via l'onglet ou l'icône FFT, voilà qui est fait. Alors pour l'instant, on le mentionne simplement pour information. Là, tout ce qui est analyse fréquentielle étant une part importante de ce cours, nous y reviendrons abondamment dans les semaines qui suivent et nous ne commentons pas plus avant cette question pour l'heure. Nous allons voir dans cette simulation une variante par rapport au multivibrateur précédent qui consiste, grâce aux 2 diodes sur le schéma partie supérieure, de désymétriser la courbe de sortie. Avant de regarder en détail le fonctionnement de ce montage, on peut également regarder un petit détail qui compte, je pense. C'est le câblage de la tension V1 qui permet de réaliser le moins 15 volts sur l'amplificateur opérationnel. C'est une petite variante par rapport au schéma précédent aussi. En fait, on a mis la borne plus de cette tension sur le 0 volt, sur la masse du circuit, si bien que la borne moins de cette source à 15 volts vaut moins 15 par rapport au 0 volt. C'est une autre façon de réaliser le moins 15 que de rentrer via la borne plus avec une tension qui est déclarée à moins 15 volts. Pour le reste, on voit ici que, en fait, on a distingué, grâce aux diodes D1 et D2, le réseau de charge du condensateur, charge à travers R1 de 1 kg, comme vous le voyez ici, tandis que la décharge du condensateur se fera grâce à la diode D2 à travers une résistance R2 de 10 kg. Donc en fait, on aura 2 constantes de temps sur ce montage, une pour la charge et une pour la décharge, ce qui va se traduire par une désymétrisation de la courbe de sortie. Alors on va lancer les analyses temporelles. En l'occurrence ici, on met un final time, une durée de simulation à 50 millisecondes pour qu'on voit correctement plusieurs périodes de la simulation. Et on relance exactement comme précédemment. A priori, tout devrait bien se passer puisque la modification est assez mineure. Et quand on regarde les courbes, on constate que effectivement, on obtient une durée à l'état haut de la tension en vert, qui est donc la tension de sortie, relativement courte, avec une charge assez rapide du condensateur, tandis que l'état bas dure longtemps, parce qu'il correspond à une décharge beaucoup plus lente. Alors, si on regarde de nouveau de plus près sur le schéma, le réseau de charge, c'est D1, R1, C1, avec une constante de temps qui est liée à la résistance de 1 kg. Ce qui se traduit par ce temps de montée qui est court, parce que la constante de temps est faible. La constante de temps, je rappelle, c'est R1 fois C1, avec R1 qui vaut 1 kg, 1 kΩ. Par contre, la décharge se fait à travers une résistance de 10 kg, avec une constante de temps qui est donc 10 fois plus longue. Donc pour passer du seuil de commutation supérieur au seuil de commutation inférieur, ça durera grosso modo 10 fois plus longtemps. On va à présent modifier cette résistance R2 qui correspond à la décharge. On passe de 10 kΩ à 2 kg, donc en fait on va diminuer d'un facteur 5 cette constante de temps. Et si je relance la simulation, on va constater qu'on obtient un rapport cyclique différent, puisque maintenant la durée de l'état haut par rapport à la durée de l'état bas a été modifiée. Et on a par conséquent obtenu avec ce montage un multivibrateur astable asymétrique, dont le rapport cyclique, c'est-à-dire le rapport entre la durée à l'état haut et la période totale de l'oscillation, est variable en fonction de R1 et R2.